Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre si nombreux. Je pense que vous êtes presque 200 là déjà connectés alors que l'émission démarre. Donc bravo à vous. On sait que c'est les vacances pour certains. Pour d'autres, vous êtes peut-être confinés chez vous, mais on va essayer de vous faire une petite session sympa. Donc j'ai la joie d'inviter à nouveau Arnaud Frisch qui est avec nous pour cette session qu'on a appelée Tech Session, le HDR, à quoi ça sert? Avant qu'on se lance vraiment, je vous rappelle que c'est un webinaire sur lequel Arnaud va s'exprimer. Vous pouvez écouter, vous ne pouvez pas lui parler directement tout de suite. Par contre, vous pouvez réagir en utilisant les outils de chat et de questions qui doivent se trouver sur le côté de votre écran. N'hésitez pas à nous dire, par exemple, si le son fonctionne bien. Et comme ça vous permet en parallèle de tester l'interface pour ce webinaire. Ouais, le son est bon, très bien. Voilà, donc bonsoir à tous. Là aussi, c'est un essai son. Donc, ça me permet de vous saluer au passage et ravi de vous accueillir tous là. On va passer un bon moment ensemble. Parfait. Beaucoup de personnes ont posé des questions avant le webinaire. Ça, c'est une nouveauté pour cette émission-là. Et Arnaud, il a intégré ça pour partie, ça va être dans le fil de sa présentation. Et pour partie, il y en a qu'il a gardé au chaud pour la session questions-réponses qui se fera après la présentation. C'est une présentation interactive. On est en live. Arnaud, tu es où? Donc, en Auvergne, là chez moi, dans mon Voilà. bureau, en Auvergne. Et moi, je vous parle depuis la Bretagne aujourd'hui. Je ne suis pas à Paris. J'ai un autre studio qu'on m'a prêté. Et donc, je vous propose de démarrer. Arnaud, n'hésite pas déjà à te présenter. Pendant ce temps-là, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se Comment ça connecter. C'est normal, hein, il est 18h03 et on démarrera dans le vif du sujet pour 18h05. Et moi, je suis là pour répondre au fil de l'eau, faire le modérateur. Et c'est Arnaud qui nous fait sa présentation. Vas-y, mon gars. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de tous vous accueillir. Merci beaucoup, encore une fois, à Hervé d'organiser ce webinaire. Je serais bien incapable de le faire tout seul. Donc, merci beaucoup à toi, Hervé. Merci à BenQ qui est sponsor de cette vidéo également. Et puis, tous les partenaires qui font que je peux faire ce travail, je peux faire ce webinaire avec ensemble. Là, par exemple, l'éclairage vient de chez MMF avec un éclairage Solix. Donc, je remercie beaucoup Alain Quintin et sa société de participer à la réalisation de tous les différents tests. Ce soir, ils sont un petit peu partenaires. Ils vendent l'écran BenQ dont nous allons parler ce soir. Entre autres, il y a plusieurs distributeurs, mais eux, par exemple, le font Franco de Port lors de ce webinaire. Donc, merci à eux de participer, de m'aider tout le long de l'année, techniquement, avec des encouragements ou carrément techniquement avec de l'éclairage là ce soir. Donc, merci BenQ, merci à tous ces gens là qui permettent à ces webinaires de se réaliser. Donc, ce soir, on a pas mal de choses à aborder. On va voir donc évidemment le thème principal. Pour moi, il y en a deux. J'ai vu dans vos questions-réponses qu'il y a deux choses qui vous intéressaient et mon avis sur ce fameux BenQ SW271C qui remplace un écran qui était le 271 tout court. C'est un écran qui a donc qui a beaucoup évolué et donc je viens de le tester. Je viens de publier mon test en ligne. Il est sur mon site internet. On va mettre des raccourcis. Voilà. Je vais partager là mon écran principal temporairement. Et donc, si vous allez sur mon site, vous allez voir que j'ai mis plutôt une bonne note. C'était vraiment une bonne surprise à cet écran là. Donc, je troll un petit peu cette vidéo. Donc voilà, j'ai mis, c'est pas un écran parfait, mais il y a une tellement belle évolution par rapport à la version 271 que j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc quelques défauts persistent, mais réellement, c'est une très jolie évolution d'un écran avec qui j'avais été un petit peu sévère, mais compte tenu du prix, je crois qu'il fallait être aussi un petit peu sévère. Donc, on va aborder plutôt à la fin de ce webinaire mes conclusions et puis les différents points pour lesquels j'ai mis plutôt une bonne note à cet écran. On abordera également à travers vos questions, j'ai vu vous poser la question de savoir, donc, est-ce que BenQ est en train de rattraper son retard par rapport à ISO? BenQ a de vraies prétentions sur le marché des écrans haut de gamme et donc nous allons voir dans quelle mesure cette amélioration permet de rattraper en partie ce fameux retard.
Et évidemment, ce qui nous amène aussi aujourd'hui, c'est cette grande question à propos du HDR. Donc là, je vais changer temporairement d'écran pour lire, voilà, pour présenter un petit peu ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, qui est à quoi sert le HDR en photo et en vidéo. Et on va voir pourquoi c'est très intéressant de se poser cette question, parce que notamment depuis 1 an que je teste des écrans, ça fait 3 ans que je teste vraiment régulièrement maintenant des écrans de différentes marques, et je vois que depuis 3 ans, là, je viens de tester donc avec le 271C mon 75e écran depuis 3 ans, donc j'essaye d'avoir un travail vraiment méthodique, régulier et méthodique, et je m'aperçois que de plus en plus d'écrans ont des options d'affichage HDR, un peu comme nos télévisions. Et donc, je me suis dit, j'ai proposé à Hervé de faire un petit webinar sur à quoi sert le HDR en photo et en vidéo, parce que dans l'esprit des photographes, et vous êtes nombreux, on est forcément très nombreux photographes à être ensemble ce soir, le HDR, ça a évidemment une connotation très particulière, c'est un empilement de photos avec des expositions différentes pour augmenter la dynamique de nos photos, faire des images HDR. Mais quand il s'agit des écrans, cette fois-ci, ça n'a en fait finalement rien à voir. On parle toujours de haute dynamique, donc il s'agit de reproduire une dynamique importante, mais l'air de rien, ce n'est pas du tout les mêmes technologies qui sont en cours. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de faire un point aujourd'hui quand on choisit un écran. Et donc c'est pour ça que j'ai, donc là je vous rappelle le nom de mon site principal, arnaudfrischphoto.com. Et donc, qui permettra de vous renvoyer vers mes photos, où vous allez voir par exemple la photo de cette nébuleuse que j'ai photographiée il n'y a pas très longtemps depuis mon jardin en Auvergne, la nébuleuse Dumbbell, qui est intéressant pour parler du HDR, parce qu'il y a tous ces petits points lumineux qu'on essaye de rendre avec le plus d'éclat possible sur nos écrans. Et voilà, le plan de la soirée, de faire un petit point donc sur les critères qui sont importants pour choisir un écran, qui sont les critères les plus classiques. Donc, ça va vraiment être un rappel extrêmement rapide. Mais ce qui devient de plus important, et on me pose de plus en plus la question, donc c'est la partie HDR des écrans en photo et en vidéo, mais à quoi sert-elle exactement sur les écrans de télévision et de plus en plus présent sur nos écrans de retouche photo ou vidéo, à quoi ça sert, comment ça s'implémente, dans quelle mesure ça va nous être utile à nous photographes ou nous vidéastes ou nous les deux. Il y a de plus en plus de photographes à qui on demande de faire des vidéos. Donc, ça devient maintenant, l'air de rien, un critère important et il m'apparaît utile de faire un point ce soir. Et puis, un peu plus tard, donc, on reviendra sur mon verdict définitif sur l'écran BenQ SW271. Et évidemment, je me prêterai au jeu des questions-réponses par la fin. Et puis après, on verra où ça nous emmène un peu plus tard dans la soirée. Donc, voilà. Alors, je vais préciser un petit truc, si tu veux bien. Vas-y, après. Alors, je vais préciser qu'après le webinaire, vous aurez un message pour vous remercier de participer, avec des liens précis vers le site d'Arnaud, l'article complet du test, alors là c'est du texte et des photos sur l'écran, l'article complet, le dossier sur le HDR que Arnaud a écrit, et puis la petite histoire sur comment tu as pris en photo la nébuleuse. Et tout ça, vous l'aurez dans les 24 heures qui suivent cet événement. Dans le message, vous aurez aussi un lien pour accéder au replay de ce webinaire, parce que tout le monde n'a pas la possibilité parfois de voir le début, il y en a qui arrivent au milieu, etc. Ou tout simplement parce qu'ils ont envie de le voir à nouveau. Voilà. Et je te redonne la parole. Alors, je relance mon petit... Les quelques rappels. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu aussi. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir vous expliquer dans cette soirée le déroulé complet de la réalisation d'une photo comme celle de Dumbbell, donc cette nébuleuse planétaire qui se photographie l'été. Mais comme vient de le dire Hervé, j'ai beaucoup écrit cette dernière année, notamment un dossier complet sur le HDR maintenant pour faire un petit point, parce qu'il y a beaucoup de questions et de choses à préciser. Les plaquettes marketing ont tendance à nous laisser penser beaucoup de choses et je pensais qu'il était intéressant d'écrire un dossier complet et puis que chacun puisse, en le lisant, se faire un point. Est-ce que j'ai besoin d'un écran dit HDR ou pas? Et par exemple, quand on voit l'écran SW271C qui vient de sortir, il est par exemple maintenant compatible avec les technologies dites
HDR. Et donc maintenant, il est vraiment important de savoir est-ce que ça nous sert à nous photographes, est-ce que ça nous sert à nous vidéastes, et donc quand ça nous sert, à quel moment exactement ça sert, comment ça fonctionne. Donc évidemment, ce soir, c'est juste pour jeter quelques pierres et pour jeter quelques ponts entre nos différentes connaissances. Est-ce que ça va vous interpeller? Et dans ce cas-là, il faudra aller plus loin dans le dossier que j'ai écrit. Je ne vais pas répondre à toutes les questions ce soir, évidemment, mais je crois que c'était vraiment important de faire ce petit point dès ce soir. Donc, le petit rappel qu'on peut faire sur les écrans. Alors, j'ai parlé de la taille, de la résolution, de la dalle et sa technologie, la connectique, très important. Et maintenant, donc, la luminance et son contraste. Donc, en fait, ce que je voulais plutôt dire ce soir, qui me semble important, avec moi qui teste des écrans depuis très longtemps maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand les fabricants d'écrans avaient besoin de fabriquer des écrans pour la retouche, c'était essentiellement justement pour la retouche photo. Et donc, il y avait un cahier des charges qui était relativement simple à écrire. Il fallait une certaine luminosité, on parle d'une luminance, une centaine de candela au mètre carré, vous avez tous entendu ça, 80 candela au mètre carré exactement quand on veut régler son écran, le calibrer avec une sonde de calibrage quand on veut faire de l'impression. Donc, on parlait de la luminance maximum de l'écran, et en moyenne, les écrans faisaient 200-300 candela au mètre carré, mais on les bridait un peu autour de 80-100 parce que ça suffisait largement pour faire la retouche photo. Et à l'inverse, du côté des noirs, on n'avait pas forcément besoin d'afficher des noirs très profonds. Pourquoi? Parce que quand on imprime un tirage, quand on observe la densité maximum d'un tirage, on s'aperçoit qu'elle est relativement faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de noir sur un tirage, c'est plutôt du gris très foncé. Et quand on veut faire du soft proofing, comparer un écran avec un tirage, on n'avait donc pas besoin d'avoir un cahier des charges hallucinant en termes de luminosité maxi et de noir profond. Mais progressivement, nos usages ont été diversifiés. On a commencé à aller davantage vers un usage web de nos images. Et là, déjà, ça a commencé à changer le cahier des charges idéal d'un écran, puisqu'on avait parfois besoin non pas d'une luminance beaucoup plus élevée, mais de noir cette fois-ci plus profond, pour que ça soit un peu plus sympa de regarder une image profonde, par exemple les photos du ciel. Quand on regarde des photos du ciel, eh bien, ça peut être très intéressant d'avoir un noir vraiment profond plutôt qu'un gris relativement sombre. Donc, vous voyez, on commençait à diversifier un peu les usages et donc le grand écart que doivent faire nos écrans et du coup les calibrages qu'on a besoin de créer. Il y a pas longtemps, enfin non, c'est l'année dernière, on a fait un webinaire avec Hervé où on a parlé du fameux calibrage dit hardware. Ce calibrage permettant comment, quand les écrans sont compatibles, de pouvoir justement beaucoup plus facilement passer d'un calibrage à un autre, donc plus exactement d'un étalonnage à un étalonnage orienté retouche photo pour imprimer. Et donc, puisque maintenant les réglages sont très différents pour une retouche photo, on avait besoin d'un deuxième calibrage et de pouvoir passer beaucoup plus facilement de l'un à l'autre. C'est relativement laborieux avec un calibrage non hardware, on va dire un calibrage classique. Ça devient donc un peu plus intéressant de passer avec un calibrage hardware. Et évidemment, les usages ont continué à se diversifier et maintenant nos écrans servent également pour un usage vidéo ou et récréatif. On l'a bien vu avec l'année de confinement. Une des grandes questions qui s'est posée au mois de mars de l'année dernière, c'était est-ce que Netflix, Amazon Prime et autres ne vont pas sauter si tout le monde se connecte sur ces sites-là pour regarder des vidéos. Donc un usage récréatif de nos écrans. Et à ce moment-là, c'est encore plus le grand écart. On va demander à ce moment-là des luminances sensiblement plus élevées à nos écrans, des noirs encore plus profonds, comme si on avait des écrans qui étaient plutôt des télévisions, donc avec la fameuse bataille, écran OLED au noir si profond, et puis les écrans LCD avec des mini LED aux luminances très élevées. Donc voilà, les fabricants d'écrans se retrouvent au milieu et se disent, bon, du coup maintenant, il va falloir que nos écrans fassent le grand écart. Et c'est pour ça que ça devient très intéressant de regarder, quand on regarde les specs techniques de nos écrans, de plus juste s'intéresser à la taille, la résolution, à la technologie de dalle, une dalle IPS la plupart du temps, évidemment, plutôt avec un éclairage, jusqu'à maintenant, c'était des éclairages LCD, donc avec un rétroéclairage. Le rétroéclairage ayant tendance, du coup, à nous permettre d'avoir des noirs un peu moins profonds, puisqu'il y a un rétroéclairage qui va éclairer nos pixels en continu. Donc là, attendez, je vais juste
arrêter, je vais pour que vous me voyez 2 secondes. Tac. Je vais juste, voilà, là c'est bon. Arrêtez de montrer l'écran. Non, voilà, là on va faire ça. Là, normalement, vous Oui, me voyez. c'est bon. C'est bon. J'allais envoyer une petite astuce en expliquant aux gens qui pouvaient passer de l'un à l'autre. Et donc, Et on peut vraiment, ajuster en fait la taille. l'enjeu qui va se passer donc de nos usages d'écran, c'est vraiment l'enjeu en dehors d'un usage purement photo, donc carrément impression avec des besoins techniques que nos écrans savent remplir depuis extrêmement longtemps. Mais comment maintenant ces mêmes écrans peuvent être également très agréables à regarder quand on retouche de la photo pour les réseaux sociaux ou pour Internet, quand on veut faire un peu de loisirs récréatifs sur YouTube ou sur Netflix, Amazon, et quand on est un vrai monteur vidéo et qu'on veut aller assez loin dans la retouche, donc photo de temps en temps et le montage vidéo de temps en temps. Donc là, vraiment, un point clé, c'est le grand écart. Les luminances du point blanc n'ont pas forcément beaucoup bougé si on ne parle pas de HDR, parce que nos écrans sont toujours réglés, calibrés aux environs de 80, 160 candela au mètre carré pour faire court. Ça va dépendre de l'ambiance de votre pièce. En revanche, il y a un point clé crucial, c'est le point noir. Alors, le point noir sur des écrans LCD, il a une certaine luminance, il éclaire encore un petit peu, donc on va dire que c'est un gris très foncé. Et des fois, on a besoin de noir beaucoup plus profond pour pouvoir anticiper ce que vont voir les gens quand ils vont regarder nos vidéos, ou bien quand on regarde un film, par exemple sur Netflix, où on voit les bandes noires en haut et en bas, si on ne veut pas qu'elles apparaissent grises, et bien à ce moment-là, on a intérêt à avoir un écran qui nous permet par ailleurs, hein, toujours c'est très important, par ailleurs, toute la journée, on a fait nos retouches photos. Donc, avec un certain calibrage, pour que ça soit très agréable de travailler et surtout en respectant, entre guillemets, certaines normes qui nous permettent nous tous, ici ce soir, de pouvoir retoucher nos photos dans les mêmes conditions. Et quand on veut quitter cet usage-là, ne pas être obligé de changer d'écran, pouvoir continuer à utiliser le même écran. Donc, un enjeu, de plus en plus, à mon avis, ça va être la compatibilité avec un calibrage hardware pour pouvoir passer allègrement et très, très facilement d'un calibrage à un autre. Et là, donc, les fabricants d'écrans se sont dit, il y a absolument un problème à régler à propos de nos écrans, donc je reviens légèrement sur ma présentation. Voilà, voilà, et je vais vous afficher mon écran qui ne veut pas me rendre la souris. Je suis désolé pour ce petit contretemps. Je fais ça. Je dois partager d'abord mon écran. Voilà. Je repasse en mode les quelques rappels. Donc voilà, la question se pose de l'utilité d'avoir un écran HDR et qu'est-ce qu'un écran HDR? Donc, quelle est la fonction que doit remplir un écran HDR pour avoir ce qualificatif et quelle est la différence avec une photo HDR? Et donc, on va voir très rapidement qu'en fait, en photo, pour l'instant, et nous allons voir exactement pourquoi, en fait, un écran HDR ne sert à rien. C'est exclusivement pour l'instant pour un usage vidéo, soit récréatif, soit de production, qu'on peut éventuellement avoir besoin d'un écran HDR. Donc le HDR, on est tous d'accord, on en a tous entendu parler quand il s'agit de photos, c'est donc des photos à haute dynamique, High Dynamic Range. Donc on a besoin d'une dynamique très élevée. Mais qu'est-ce que c'est que cette dynamique très élevée quand on parle d'un écran? Puisque je vous ai dit il y a 2 minutes qu'un écran était toujours calibré à 100 candela au mètre carré. Donc à quoi peut bien servir un écran qui serait capable de monter en très haute luminance si, quoi qu'il arrive, on va quand même le calibrer à 100 candela, 120 candela, allez, au pire 160 candela au mètre carré si on est dans un environnement très lumineux. Quand, par exemple, si vous faites de la retouche pour du montage pour le cinéma, eh bien, la norme pour le cinéma, c'est 48 candela au mètre carré. Donc, nos écrans n'ont pas besoin d'afficher une très forte luminance. Et si on regarde le contraste, donc la dynamique d'une image sur un écran qui est calibré à 100 candela au mètre carré, qu'est-ce qui va faire qu'il y a de la dynamique? Principalement 2 choses. Les noirs, donc le contraste va se faire essentiellement avec les noirs. Donc on a besoin d'avoir un écran qui a des noirs extrêmement profonds. On peut atteindre un certain niveau aujourd'hui, et c'est ça que je voulais absolument vous attirer votre attention ce soir, 2 façons de faire des noirs sur nos écrans aujourd'hui. Une façon très facile, une façon beaucoup plus compliquée, mais on y arrive. Donc, vous avez vu que dans les types de dalles, toujours des dalles qu'on appelle, quand il s'agit des dalles, on a entendu parler de la technologie IPS.
Ce sont des dalles avec un rétroéclairage. Donc, vous avez en gros une source lumineuse qui éclaire en permanence nos pixels. Ça veut dire que les noirs ne peuvent pas être très profonds puisqu'ils sont en permanence éclairés. Donc, les fabricants se sont dit que ce serait bien de trouver une astuce technique pour éteindre les LED uniquement où on n'a pas besoin d'éclairage, de laisser allumer que certains éclairages, donc commencer à faire un éclairage dynamique de nos écrans et pas comme sur les écrans ISO, l'écran BenQ qui est derrière moi, vous avez un rétroéclairage permanent qui n'est pas différencié selon les zones. Donc, on peut difficilement avoir des noirs très profonds avec ce type d'écran, sauf à utiliser une astuce qui est, on va éteindre localement les LED, les mini LED idéalement, donc pour que les zones assombries soient plus petites. Évidemment, il vaut mieux que l'éclairage soit très très diversifié, qu'il y ait énormément de mini LED derrière notre rétroéclairage. Et il y a l'autre grand type de technologie qui est les écrans dits OLED. Donc là, maintenant, on peut commencer à se poser la question, ça commence à apparaître sur les écrans de portable. Pour l'instant, ce n'est pas apparu dans les grandes marques style ASO, BenQ, ViewSonic, Asus, Dell et tout ça. Il n'y a pas encore d'écran pour faire de la retouche photo qui sont en technologie OLED. Alors là, l'avantage, et on va voir un des points cruciaux, pourquoi éventuellement, ce n'est pas si intéressant que ça. L'OLED, l'énorme avantage, donc, on n'a plus de rétroéclairage. Donc, les pixels qui n'ont pas besoin d'être éclairés, pixel par pixel, sont vraiment noirs. Donc là, les bandes noires en haut et en bas d'un film panoramique seront parfaitement noires. Donc, quand on montre on fait ce genre de démonstration dans les magasins, eh bien, regardez bien les images, elles sont toujours un peu colorées, mais toujours sur un fond noir. Il faut vraiment que vous preniez une claque avec donc un premier élément pour essayer de rendre une image plus dynamique, plus HDR, c'est d'augmenter le contraste entre toujours nos 100 candela mètre carré, mais des noirs tellement profonds que l'écart entre les deux est très important. Donc, ça augmente en partie la dynamique de l'image et donc de l'écran. Donc, ça, c'est un premier point important. Maintenant, si on va de l'autre côté, il y a donc, et juste aussi pour continuer là-dessus, c'est un point important, la différence entre le HDR et le SDR pour ce type d'écran-là, c'est que la dynamique va se créer par les noirs, vraiment, et uniquement par les noirs si on ne parle que de ça pour l'instant. Donc, dans le cas d'un écran dit SDR, la question est de savoir, est-ce que tout le temps, on a besoin d'afficher des images avec des noirs hyper profonds? Et pourquoi, en fait, les écrans dits SDR classiques, pourquoi ils ont bien fonctionné pendant si longtemps? Pourquoi on n'avait pas absolument, on ne s'est pas dit, il faut absolument des écrans avec des noirs beaucoup plus profonds et des luminances beaucoup plus élevées? Et bien, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, eh bien, il y a plein de scènes que l'on filme, qu'on photographie, qui se contentent largement de la dynamique de nos écrans. Et donc, un point super important ce soir, je crois, avec toute l'expérience que je finis par acquérir, c'est qu'en fait, les techniques HDR de nos écrans sont davantage pour les cas limites. Et en fait, dans de nombreux cas, eh bien, vous ne verriez pas de différence entre un écran HDR et un écran SDR, tout simplement parce que dans la vraie vie, il y a plein de scènes de la vie qui n'ont pas besoin de haute dynamique. La dynamique de nos caméras, de nos écrans suffit largement pour les reproduire tout à fait correctement. Donc, on est en train d'apporter une technologie pour les écrans de télévision dans nos écrans de retouche, mais qui est presque un cas limite. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pour les photographes, vous ne précipitez pas, il n'y en a pas absolument besoin, sauf si vous faites un usage intensif, récréatif de votre écran. Mais pour faire de la retouche photo, on n'a pas besoin d'avoir de noir d'écran OLED. On n'a pas besoin, c'est très joli, mais on n'en a pas besoin. Et quand bien même chez nous, ça serait joli, quand on va partager nos images avec les autres, eux ne bénéficieront pas du même contraste. Et donc, est-ce qu'il est très malin d'aller absolument aller vers ce type d'écran? Je ne suis pas certain. L'autre point important, c'est donc les luminances très élevées. Pourquoi diable les écrans sont de plus en plus lumineux alors qu'on les calibre toujours à 100 candela mètre carré? Imaginez un écran à 1000 candela mètre carré, si vous le mettez dans une pièce sombre, ce qui est le cas dans un home cinéma, vous l'allumez à 1000 candela mètre carré, vous éclairez toute la pièce et je ne vous dis pas au bout de 10 minutes, vous n'en pouvez plus. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a apporté de la technologie HDR et donc quand on s'occupe cette fois-ci des hautes luminances, eh bien, c'est juste et uniquement pour quelques pixels dans l'image. En fait, ce qu'il faut, je vais vous partager une image. Donc, je vais arrêter le partage une seconde. Je vais vous montrer quelque chose. Arrêtez de montrer mon écran. Voilà. Regardez l'image qui est derrière moi.
Là, vous la voyez bien? C'est bon, Hervé? Donc, on a… C'est OK, Hervé? Ouais. J'imagine que oui. Ça va à peu près. Voilà. Là, sur l'image qui est derrière, donc j'ai un sous-bois, j'ai photographié le soleil qui vient juste de lécher, qui vient juste de sortir d'un arbre. Eh bien, dans la vraie vie, le besoin, si je voulais montrer cette image-là avec encore plus de réalisme que sur Alors l'écran ici, attends un petit peu. Essaie de peu bouger. Et je pense qu'il y a un petit souci de bande passante chez toi, puisque chez moi elle est bonne. Voilà, si tu bouges pas, ça devrait se stabiliser. Ou alors est-ce que c'est ta caméra qui fait focus? Je sais pas. sinon je peux peut-être essayer de partager le… Il y a un petit souci de bande passante chez toi, c'était bon au début et là ça s'est un peu dégradé. Ça, c'est un peu L'image est dégradé. floue. L'image est floue. Ouais. Ah, mince. On te voit plus trop. C'est un problème de bande passante, hein, parce que ça marchait bien tout à l'heure. Est-ce que là, vous voyez mieux mon… Non. Là, par Voilà. contre, l'écran, on le voit bien, mais là, pour le moment, on ne voit pas l'image. Bon, c'est pas grave. On voit mon écran. Donc, vous On voit voyez ton que écran. la Coupe ta problématique… caméra, du coup, Arnaud. Coupe ta caméra, Ouais, parce que… OK. Voilà. On va Et dire une montre bande passante. l'image que… Voilà, nickel. Voilà. Donc, la problématique aujourd'hui des écrans HDR, que ce soit pour les télévisions ou pour les écrans qui permettent de faire du montage vidéo, c'est de régler ce type de cas. C'est-à-dire, globalement, l'image, elle serait reproduite exactement la même sur un écran SDR ou sur un écran HDR, avec des noirs peut-être un peu plus profonds. Mais le point clé sur une photo comme celle-ci, ça serait juste que sur un écran HDR, on aurait la possibilité d'afficher avec beaucoup plus de luminance que 100 m², uniquement les pixels du soleil. Donc, si vous photographiez une voiture en plein soleil avec des reflets qu'on appelle spéculaires, les petits reflets du soleil sur la voiture, si vous photographiez ou si vous filmez une bougie dans une pièce très sombre, eh bien, on a besoin, pour que l'image soit très réaliste, que uniquement la bougie, uniquement le soleil soit super lumineux et monte beaucoup plus en luminance. Eh bien, les techniques HDR des écrans ne va servir qu'à ça, c'est faire en sorte que l'immense majorité de l'écran, en l'occurrence sur cette photo, soit allumée, soit éclairée à peu près 100 candela au mètre carré, et seulement sur les quelques pixels du soleil, que là, on puisse monter beaucoup plus haut en luminance pour lui donner un peu plus de réalisme, se rapprocher de la réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment l'enjeu. Les écrans HDR sont là pour régler des cas limites qu'on trouve souvent en vidéo, surtout pour les films hollywoodiens qui sont faits avec beaucoup d'effets spéciaux. Et justement, pour que vous en preniez plein la vue, il faut filmer avec des ambiances plutôt noires, plutôt sombres, et donc montrer sur des écrans LED qui auront des écrans extrêmement noirs et avec des scènes avec beaucoup d'éclat. Mais là, les écrans OLED ont un désavantage, c'est que la luminance maximum des entre guillemets pixels, des petites particules colorées qui vont être éclairées, comme c'est du vivant, eh bien, on peut difficilement monter au-delà de 800 candela au mètre carré et encore pendant que quelques secondes et très localisé. Donc, c'est des écrans qui ont un effet waouh essentiellement sur la partie noire. Les écrans LCD, eux, ont un effet waouh. Évidemment, vous l'aurez compris, pas tellement dans les noirs parce que c'est plus compliqué d'éteindre un maximum de mini LED partout où il n'y en a pas trop besoin et d'allumer uniquement. Mais là où on a besoin, on peut allumer les LED beaucoup plus. Et moi, j'ai testé l'année dernière des écrans qui montaient à 1500 candela au mètre carré. Il y a des normes maintenant qui fixent à 4000 candela, la fameuse norme Dolby Vision fixe l'objectif de tous les fabricants d'écrans à terme à 4000 candela au mètre carré. Et sachez que un œil humain est capable de descendre à des noirs extrêmement profonds, mais moins profonds, c'est ça tout le paradoxe d'ailleurs, à part dans la nuit noire. Mais les écrans OLED sont capables de montrer des noirs que on n'est même pas capable de voir, sauf si évidemment on éteint tout. Mais on n'a pas besoin d'avoir un noir absolu pour avoir une sensation de contraste très fort si par ailleurs on reçoit de la lumière. Donc les écrans OLED en font presque trop, entre guillemets, hein, je vous mets des guillemets. Et de l'autre côté, la luminance maximum qui est capable de voir un être humain dans la vraie vie, c'est 20 000 candela au mètre carré. Donc, et même à 4 000, on en est loin, et à 1 500 encore plus. Mais alors en fait, on va penser les choses autrement. Donc on est bien d'accord, les 1500 candela au mètre carré ne servent que ponctuellement sur quelques pixels, pendant quelques instants, au moment où on va essayer de montrer un reflet spéculaire.
Donc, vous voyez évidemment que la scène sera encore plus spectaculaire montrée sur un écran comme ça, mais tout le reste du temps, et si on ne photographie pas le soleil, si on photographie un jour de brouillard ou n'importe quoi, HDR, SDR, égalité. Et donc, j'ai mis sur mon dossier, j'ai commencé par ça, mon dossier HDR, pour montrer des images de la vie de tous les jours et pour vous montrer à quel point, eh bien, dans plein d'images qu'on croirait éventuellement être rendues encore plus, avec plus d'éclat sur un écran HDR, eh bien non, un écran HDR fera exactement la même chose. C'est vraiment des cas limites qui nous permettent à ces écrans-là d'offrir davantage de réalisme à nos photos. Et donc, on est en train de bouleverser toute une technologie d'écran, de fabrication d'écran, pour un peu des cas limites. Évidemment très spectaculaire, évidemment que c'est le cours de l'histoire, mais j'ai envie de dire, est-ce que vraiment il faut vous précipiter dans ces technologies-là qui ont d'ailleurs du mal à être implémentées, à être installées? C'est vraiment compliqué d'installer des écrans avec des noirs vraiment profonds et des luminances très élevées avec de la fiabilité. L'OLED, par exemple, n'est pas très fiable. EIZO a fabriqué un écran OLED très très haut de gamme, à un moment a voulu, mais s'est aperçu que c'était tellement peu fiable qu'ils ont vraiment quitté cette technologie. Et donc, s'ils prennent avec d'autres technologies, rétroéclairage, donc LCD, rétroéclairage. Et donc là, je précise tout ça sur mon dossier, je documente ça, je fais plein d'images sur mon écran, sur mon dossier, pour vous montrer comment ça se passe. Oui. Donc, il y a des petits soucis de son. Ce serait pas mal si ce serait pas mal si tu parlais un tout petit peu moins vite, ce sera plus compréhensible pour les gens. Et donc, ce que tu dis, si je récapitule, c'est le HDR, c'est bien pour les cas limites. Par contre, ça ne remet pas en cause le côté 4K qu'on verra ou que tu as déjà traité à d'autres moments. Hein, qui, lui, au niveau de la résolution. Et encore même toi sur la vidéo, évidemment, la 4K. Alors attends, qu'est-ce que là on affiche? Pour l'instant, tu n'affiches rien. Ah ouais. On n'a ni ta caméra, ni ton écran. Afficher. Je reviens. Je vais normalement afficher. Voilà. Et je reviens là. Voilà, c'est ça que je voulais. Là, on a ton site. Voilà. Juste un petit. Je voulais juste revenir pour être sûr de rien oublier. Voilà, sur qu'est-ce qu'il y a dans des écrans? Donc, deux grandes catégories d'écrans, OLED, LCD, deux façons d'éclairer et de créer des noirs différentes. Je documente tout ça sur mon site internet avec plein d'images pour vous montrer la problématique des deux types de technologies. Moi, mon pari, c'est qu'on ira vers des technologies plutôt à rétroéclairage à l'avenir parce que ça permet vraiment d'augmenter considérablement les luminances là où on en a besoin. Et puisque c'est une question qui revient, j'ai vu dans vos questions, juste pour préciser une petite chose, quand on parle des normes et on parle des courbes HDR. Donc en fait, là, j'ai fait un petit dessin. Voilà, des cas limites. Voilà, juste pour cette image-là que je vous partage. Donc là, c'est très, très mal fait, cette publicité, mais c'est très difficile de rendre sur un écran SDR ce qui se passerait avec une technologie LCD et une technologie OLED. Là, par exemple, effectivement, sur l'image de droite LCD, on voit des noirs moins profonds qu'à gauche. Donc, effectivement, les écrans LCD ont plus de mal à avoir des noirs super profonds que les technologies OLED. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait là pour faire la démonstration? Ils ont baissé considérablement le contraste de l'image et donc même les blancs ont perdu leur éclat. Or, c'est tout l'inverse. Sur les écrans LCD, la partie blanche de l'image est très éclatante et les parties sombres, effectivement, sont un peu moins grises. Donc, s'ils n'avaient pas triché, entre guillemets, pour faire cette petit exemple, eh bien, regardez la prochaine fois que vous allez dans un magasin qui distribue des écrans. Regardez bien les écrans OLED, regardez bien les écrans mini LED ou toutes ces technologies à base de rétroéclairage, et bien vous verrez que les films publicitaires qui sont montrés ne sont pas du tout les mêmes. Sur les écrans OLED, on va faire ressortir les avantages de l'OLED, c'est-à-dire qu'on va montrer des choses plutôt sur des fonds noirs. Et sur les écrans LCD, on va faire des films en plein soleil. Je vous assure que ça n'a pas été tourné par chez moi aujourd'hui où il fait très brouillard. Ça a été tourné à Porto, dans des villes où il y a énormément de soleil, avec beaucoup de couleurs éclatantes. Et quand vous regardez l'image, il y aura peu d'endroits où il y a des noirs dans l'image et vous allez vous apercevoir que l'image est tout à fait éclatante également. Par contre, dès qu'on repasse dans une pièce sombre, dans une scène qui est très sombre,
Là, à ce moment-là, les écrans OLED montreraient ce film-là, cette séquence-là, beaucoup mieux que, donc comme sur un écran, beaucoup mieux sur un écran OLED que sur un écran LCD. Donc attention, les films publicitaires sont très bien faits. Ils sont faits pour mettre en avant l'avantage du mini LED, les scènes éclairées, l'avantage de l'OLED, les scènes sombres. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour les fabricants et surtout, ça vaut très cher. Moi, les meilleurs écrans de retouche photo, de montage vidéo, récréatifs qui permettent d'avoir presque le meilleur des deux mondes, pour un prix qui n'est pas encore délirant. Un prix délirant, c'est 35 000 € pour un 32 pouces. Là, vous allez avoir des noirs profonds, vous allez avoir des blancs lumineux, toutes les Ouais. technologies embarquées pour bien gérer les écrans, c'est très cher. Si vous prenez des écrans qui sont déjà très corrects, avec des noirs profonds et des luminances élevées, on est dans les 4 000 €. Dès que vous êtes en dessous, donc autour de 1 500 €, là vraiment, vous n'aurez qu'une partie, vous n'aurez que le beurre ou la crémière, mais vous n'aurez jamais tout l'ensemble du package parce que c'est compliqué à fabriquer. Donc là aussi, j'attire votre attention. Est-ce Oui. qu'il n'est pas plus utile de garder un peu de sous en attendant pour pouvoir s'offrir le plein de technologies? C'est balbutiant, ça arrive. Il y a peu de films en HDR qui vont vraiment être hyper beaux sur un écran clairement orienté HDR. Et surtout, voilà, je précise là-dessus, ça c'est vraiment un point important que je voulais voir avec vous, c'est les fameuses courbes. Voilà. Ça, c'est le dernier point clé que je voulais aborder à propos du HDR. On parle Attends, des fameuses courbes. est-ce qu'on pourrait donc conclure? Donc, OLED, c'est très bien, mais ça donne des images qui sont. Bah, d'abord, c'est coûteux, alors que les technologies. Alors, tu dis LCD, on va parler de technologies IPS. C'est elles qui sont les plus proches en termes de gestion de la couleur de ce qu'on peut simuler à l'écran pour pouvoir ensuite imprimer. Tu es d'accord avec ça? Exactement. Ah ben là, oui, il n'y a pas mieux. Ah oui, les écrans OLED pour imprimer ont besoin absolument d'être calibrés pour éteindre leur noir, pour les rendre plus clairs, parce que sinon, les noirs de l'écran seront tellement loin du tirage qu'on ne peut pas faire du soft profil dans de bonnes conditions. Très bien. Et donc là, tu vas nous montrer les courbes, mais euh, on est d'accord, ce que tu expliques, c'est dire le OLED, c'est intéressant, mais pour un photographe, finalement, euh, les Ah, gains. j'ai aucun intérêt. Ouais. Aujourd'hui, aucun intérêt. Pourquoi? Et là, je vais le préciser justement avec ces fameuses courbes. Voilà, et on finit là-dessus. Vous voyez dans ma photo donc, du ciel, qu'est-ce que l'écran a besoin de savoir? Il a besoin de savoir où est-ce qu'il va falloir éteindre les pixels, allumer les pixels, éventuellement plus ou moins fort. Et on a besoin de courbes un peu spéciales parce que la fameuse courbe dont on entend toujours parler, c'est la fameuse courbe de gamma. Le fameux gamma A22, c'est une courbe au même titre que là, je vous ai donné les deux principales courbes du monde HDR, la courbe PQ et la courbe HLG. Vous voyez que ce sont des courbes qui vont beaucoup plus loin que les fameux 100 candela mètre carré, qui vont jusqu'à 1000, voire beaucoup plus loin. Donc, ils se sont dit, bon, il va falloir qu'on fasse des courbes de gamma. Alors là, évidemment, c'est un raccourci que je fais, mais c'est vraiment important de comprendre que derrière l'affichage d'une image, comme l'œil a une réaction à la lumière qui n'est pas linéaire, qui est proportionnelle, on est donc obligé d'appliquer une courbe. Cette courbe, quand on regarde un écran, c'est une courbe gamma et qui a une valeur de 2. 1 pour 2. Quand il s'agit d'afficher correctement une image avec beaucoup de dynamique, qui peut éventuellement monter jusqu'à 1000 candela au mètre carré, on a été obligé d'adapter ces fameuses courbes. Donc, on ne parle plus cette fois-ci de courbe de gamma de 2, mais de courbe PQ ou HLG. Juste pour dire, le HLG, c'est une courbe qui va effectivement jusqu'à 1000 candela au mètre carré et qui a été créée par la BBC et la NHK, les télévisions américaines, japonaises et anglaises, pour de la diffusion HDR quand c'est possible, quand vous avez l'écran pour, en direct. Voyez. Et si vous regardez bien, la courbe elle est plutôt proche, la courbe HLG est plutôt proche d'une courbe gamma de 2 jusqu'à 100 candela au mètre carré, parce que l'énorme intérêt de la courbe HLG, c'est que si vous avez un écran classique SDR, pardon, vous allez pouvoir regarder votre émission en direct, exactement comme la personne qui est à côté avec un écran, lui, HDR, mais bénéficiera d'un petit plus grâce à cette courbe. La courbe PQ, c'est vraiment intégré dans les vidéos quand ils sont bien faits, quand ils sont faits en HDR, quand ils sont filmés, montés en HDR, ou évidemment certains films pour le cinéma. Donc Merci voilà, pour Arnaud. faire une petite correspondance entre le monde de la photo et le monde de la vidéo, il a fallu adapter les courbes. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu moins vite puisque le débit son sature pas mal?
et du coup, c'est un petit peu difficile à suivre. Donc, si tu peux un tout petit peu ralentir le débit. Vous me connaissez bien, je suis un enthousiaste et je sais que je parle un petit peu vite. Et évidemment, quand il y a des problèmes de bande passante, c'est un handicap. Veuillez m'en excuser. Toc, je voulais. Ah oui, donc là, après, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais Ouais, voir sur avec des vous. courbes aussi, qu'on passe au point suivant. Donc, le dernier point qui est important, pourquoi ça ne sert pas en photo? Parce que donc l'écran, pour afficher au niveau des étoiles, donc là, ce qui serait génial, c'est que l'écran soit capable d'allumer les mini LED d'un écran de retouche photo quand c'est possible, quand l'écran est mini LED. Tous les écrans ne sont pas mini LED. Le BenQ par exemple, n'est pas mini LED et les écrans mini LED sont vraiment des écrans qui coûtent très cher. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces écrans-là? Ils sont capables localement d'éteindre, allumer des LED pour essayer d'avoir un noir profond et des blancs brillants. Eh bien, le problème d'une photo, c'est qu'elle n'envoie pas une métadonnée à l'écran pour dire tu m'éteins à cet endroit-là et tu m'allumes à cet endroit-là. Ce que va faire une vidéo quand une vidéo est HDR, et je voulais finir là-dessus, eh bien, elle envoie des métadonnées. Alors après, ça va dépendre des normes HDR, il y en a plusieurs. Tout est documenté sur mon dossier HDR. Eh bien, vous allez voir que la vidéo envoie des données à l'écran pour dire tu allumes à tel endroit, tu éteins à tel endroit. Ça va permettre de rendre effectivement le film le HDRisé entre guillemets. Et donc, pour l'instant, sur les écrans, quand je regarde ma photo du ciel, si je la mets sur un écran, quand elle est bien Photoshop et que je la mets sur un écran qui est capable d'avoir des luminances très élevées, eh bien, si j'augmente la luminance de mon écran, effectivement, j'en prends plein la figure au niveau des étoiles, mais malheureusement, mon ciel également devient un peu plus clair. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, profiter d'un écran HDR en photo. Donc là, c'est presque la vidéo, là, je ne sais pas si elle sera écoutée un jour par des ingénieurs ou autres, mais l'idée, c'est que si jamais le monde de la photo permet de récupérer une partie de la technologie du monde de la vidéo HDR, donc avec ces notions de métadonnées incorporées dans l'image, pour l'écran, et que l'écran puisse aller lire cette métadonnée et savoir jusqu'où il peut éclairer sur telle ou telle étoile et partout ailleurs où il peut éteindre pour effectivement profiter du meilleur des deux mondes, notamment dans la photo du ciel, par exemple. Tu veux Voilà pas un nous peu ce que montrer ta photo des étoiles, justement, plutôt que la courbe? Parce que là, Alors, on voit que la courbe, hein. attends, je vais repartager. Alors, ce que je vais faire ça. Je vais afficher l'écran. Non, c'est pas. On va partager l'écran. Alors là, j'ai du mal. Donc, c'est bon. Voilà. C'est bon, là, vous le voyez? Je reviens sur Je mon. pense que ça va s'afficher pour l'instant, c'est tout noir. Voilà. Euh, Est-ce que vous voyez Là, Donwell? on voit le. Non, pour l'instant, on voit l'arbre, soleil dans J'ai les arbres. zappé une photo. Voilà, c'est bon. Il y a Voilà, un petit délai, Donwell. hein, t'inquiète. Ah oui, d'accord. Donc voilà, là sur un écran, quel que soit le type de technologie d'écran, il n'y a pas d'avantage technique pour montrer ce genre de photo. Si vous aviez un écran très lumineux, bah, vous monteriez la luminance pour mieux voir les étoiles, mais ça serait au détriment du fond de ciel qui serait également plus gris et qui serait moins noir. Donc pour l'instant, la partie photo, que l'image soit HDR ou pas, eh bien, ne bénéficie pas de la technologie dont bénéficie le monde de la vidéo à travers quelques écrans quand tout communique bien en plus. Voilà, là je vous ramène à mon dossier où j'explique tous les tenants et aboutissants, mais réellement, on est encore très loin d'avoir des écrans, des films, des séquences YouTube, tout est en HDR, présenté sur des écrans HDR. Je peux vous garantir qu'on en est encore très très loin. Donc c'est balbutiant. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance, alors là, vous allez voir comment la transition est habile, vraiment habile, à aller sur des écrans classiques comme le BenQ, donc que je viens de tester, le SW271C, qui est donc compatible avec le HDR, les normes HDR les plus courantes. Mais comme c'est un écran, vous allez voir dans mon test, qui n'est pas spécialement lumineux et qui n'a pas des noirs très profonds, eh bien en fait, que vous regardiez un film réellement HDR sur cet écran-là, bah, ça ne changera rien par rapport à un écran SDR, parce que tout simplement, la luminance maxi de l'écran
et les noirs les plus profonds de l'écran ne sont pas suffisants pour qu'il y ait un bénéfice par rapport à un écran SDR. Donc, c'est un écran SDR. Qu'est-ce que j'ai apprécié réellement? Alors là, le plus gros point noir de cet écran, qui, pour son prix, pour moi, était l'uniformité de la dalle, c'est complètement réglé. Alors là, c'est pas encore exactement au niveau d'un ISO, mais enfin, c'est tellement un bond en avant incroyable que pour moi, cette dalle, aujourd'hui, est parfaitement homogène. Et comme par hasard, il y a un inconvénient avec les écrans ISO, leur bordure relativement épaisse. Ben oui, quand on veut mettre de l'électronique pour bien contrôler un écran, eh ben, il faut mettre des bords épais. Et ben, comme par hasard, le BenQ a fait retour en arrière. Il y avait des bords très fins sur le 271, ils sont beaucoup plus épais sur le 271C, mais ça n'a plus aucun rapport en termes d'uniformité, d'homogénéité de la dalle. Maintenant, on a affaire à une dalle parfaitement homogène, ce qui était très très loin d'être le cas sur la précédente génération. J'aimerais qu'on Aujourd'hui, essaye de rebasculer sur ta caméra et je te dirai si la qualité est bonne. Comme ça, tu peux nous montrer l'écran puisque tu en alors parles. voilà, arrêtez, je remets là, c'est bon? Bah, c'est pas mal. Vous voyez avec l'écran. Ouais. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ça. C'est l'uniformité maintenant qui est dans les standards d'un écran qui se veut un concurrent des meilleurs et qui a vu son prix légèrement augmenter. Donc là, vraiment, amélioration considérable de l'uniformité. Précision des couleurs, toujours aussi bonne. Mais ce qui est amusant, c'est que cette dalle-là est partagée avec d'autres écrans, dont un écran ISO. Et très franchement, j'ai trouvé que c'est pour ça que j'ai mis un coup de cœur. Bien sûr qu'il y a encore, c'est toujours un peu délicat et les aficionados d'ISO qu'ils me pardonnent. C'est vrai que ISO a fixé la barre très très haute et notamment la garantie de 5 ans montre à quel point l'électronique est parfaitement contrôlée. Mais c'est une telle amélioration dans cet écran que j'ai vraiment eu envie de dire aux gens, si vous achetez cette dalle-là, je ne vois pas comment vous pouvez être déçus. Et surtout, EIZO utilise la même dalle, mais j'ai trouvé que c'était moins bien implémenté que dans le BenQ. Il y a 3 marques qui utilisent la même dalle, puisque vous savez qu'il n'y a pas 18 fabricants de dalles sur le marché. J'ai trouvé que c'était sur ce BenQ que cette dalle-là était la mieux intégrée, la mieux utilisée. Donc, précision des couleurs, uniformité maintenant absolument nickel. Moi, ce que j'aime toujours chez BenQ, c'est l'ergonomie du menu OSD, le fameux pad qui permet d'avoir des raccourcis dessus qui est vraiment bien foutu. C'est vendu avec une casquette. Et puis, alors, un dernier truc que j'ai vu également passer dans vos questions, mais moi qui m'a vraiment plu, c'est que maintenant, le logiciel propriétaire de la marque BenQ qui s'appelle Palette Master Element, qui permet de faire un calibrage hardware sur ce BenQ. Vous savez maintenant tout le bien que je pense des calibrages hardware, qui pourrait d'ailleurs être choisi à partir du pad, donc c'est vraiment extrêmement pratique. Et bien là, pour le coup, maintenant ça fonctionne. Là, j'ai vraiment obtenu le meilleur calibrage que j'ai pu obtenir sur cet écran. Je l'ai obtenu à partir de ma sonde X-Rite, mais en commandant le logiciel Palette Master Element, donc en calibrage hardware. Donc, n'oubliez pas de brancher le câble USB pour injecter le profil dans l'écran. Et c'est vraiment là que j'ai obtenu le meilleur calibrage de cet écran, alors que je n'avais pas aimé sur le 271. Donc, vous voyez, je ne sais pas s'il y a d'autres petits points que j'ai oubliés, mais rien que ces points-là, ça fait quand même beaucoup. Et je trouvais que c'était tellement d'amélioration qu'elle est dans le sens de tout ce qu'on a pu dire, ce que j'ai pu écrire et d'autres, ce qu'on a pu constater avec d'autres utilisateurs. J'ai trouvé que c'était un tel gap, alors soit des petites, soit des grosses améliorations, que j'ai trouvé que ça faisait beaucoup et que ça méritait bien un coup de cœur. Et je vous dis, je ne vois pas comment quelqu'un qui achèterait cet écran, donc malgré le défaut qui persiste, mais c'est dû à la dalle, le fameux traitement anti-reflet que je trouve encore un peu persistant. Certains ne le voient pas, donc ils ne sauront même pas de quoi je parle. D'autres, ils sont sensibles. Bon, bah, c'est encore dans cet écran que c'est le moins visible. Et surtout, il y a toutes les autres qualités de cet écran. Donc, j'ai beaucoup aimé cet écran. Donc, voilà, si quelqu'un maintenant me conseille cet écran, et BenQ, toujours un point d'interrogation sur la durée dans le temps, là où EIZO a largement fait ses preuves. On va voir pour cet écran, mais j'ai trouvé que c'était une telle amélioration qu'elle est dans le sens de tout ce qu'on pouvait écrire.
Et Hervé peut témoigner que BenQ, à un moment, ils étaient pas forcément contents de tous mes tests parce qu'ils trouvaient que j'étais peut-être un peu dur. Bon, en attendant, je vois que ça paye parce que quelques années après, tous les points clés ont été vraiment améliorés et pour moi de fort belle manière. Donc c'est ça que j'ai voulu en truc, pas féliciter parce que qui je suis pour féliciter qui que ce soit. Je suis pas ingénieur, je fais que des tests d'écran, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comprenez-moi. En tout cas, vraiment un vrai plaisir à utiliser cet écran et vous aurez sûrement beaucoup de plaisir à l'utiliser, notamment avec ce fameux pad. Je pense avoir dit plein de choses. Petite précision, si tu veux bien. Donc là, on est sur le SW271C qui succède au SW271 que tu avais testé. Et les 271, ce sont des 27 pouces à dalle IPS 4K. Donc c'est la résolution. Et si on est coincé en budget, parce que tout le monde n'a pas non plus 1499 € TTC à mettre dedans, il existe le petit frère en 2K, qui est le SW270C, et il y a un 24 pouces, bien entendu, qui n'est pas non plus 4K, mais qui est d'une résolution un petit peu plus faible, mais qui est très bien pour démarrer, voilà, et qui est, lui, à 449 € TTC. Du coup, il y a une palette de choix. Et puis, il y a le 32 pouces que tu avais bien aimé et qui est l'écran qui a gagné comme le TIPA Award l'an dernier du meilleur écran, en 2020, du meilleur écran photo. Mais cette dernière mouture, toi, ce que tu as bien apprécié, c'est la précision, la gamme de couleurs. Évolution, amélioration, en tenant compte des utilisateurs précédents. J'ai trouvé ça vraiment très chouette de la part d'une boîte qui n'est pas obligée de le faire. Et j'ai trouvé que la somme des améliorations, c'était vraiment impressionnant. C'est pas si fréquent que ça. Donc, chapeau. Et le C, bien entendu, tous ceux qui ont un C veulent dire tout simplement qu'ils ont la dernière connectique qui est la technologie USB-C, qui s'appelle aussi Thunderbolt 3, je crois, pour macOS. Vous voyez, toutes les connectiques actuelles y sont. Possibilité de calibre de charger en 60 watts. Si vous avez un Mac M1 qui n'a plus besoin de maintenant de 90 watts, les 60 watts suffiront pour le charger, c'est super parce que si vous branchez votre écran avec votre ordinateur portable ou pas en USB-C, vous n'avez qu'un seul câble à brancher pour recevoir le signal vidéo et pour faire le calibrage hardware. Alors que si vous le branchez en DisplayPort, ce que je vous conseille plutôt qu'en HDMI, c'est toujours les câbles HDMI, surtout en plus avec les Mac et les nouveaux systèmes d'exploitation là qui nous font des facéties que j'explique sur mon site. Donc le DisplayPort, vous allez être obligé de brancher un câble USB qui est fourni dans le carton pour pouvoir injecter le profil. Donc vous avez besoin de deux câbles pour regarder et calibrer en hardware, uniquement hardware, on est bien d'accord, votre écran en USB-C, une pierre de coups, un câble suffit. Tout ça, c'est fourni dans le carton, évidemment. Parfait. Ton image reste assez saccadée, hein. Il y a un petit problème de bande passante. Est-ce que tu veux bien regarder si tu n'as pas d'autres applications qui tournent, juste au cas où? Pas de musique. Okay. Très bien. La compatibilité, quel câble HDMI utiliser pour la photo? Écoutez, il commence à y avoir quelques questions. On va effectivement passer à la session questions-réponses. Et il y en a une que j'ai gardée qui me paraît intéressante. Moi, j'aimerais bien que tu expliques avec la technologie HDR, qu'est-ce que ça va donner à l'impression? Est-ce que ça apporte quelque chose ou absolument pas? Rien. Aujourd'hui, la dynamique, le contraste qu'on appelle le contraste d'une image, d'un tirage, il est tellement faible que si vous prenez un papier brillant, très brillant, quand on mesure la Dmax, donc entre le blanc du papier et un noir profond, on arrive à quelque chose comme 3,2, un chiffre, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, on peut le convertir avec une règle de 3, une règle mathématique, en contraste. On arrive sur un contraste qui va aller, disons, 300 pour 1, 400 pour 1. Si on ramène ça à une luminance à 80 candela au mètre carré, ce qui est l'idéal quand on veut faire du soft proofing, ça vous ramène à un noir. Si vous divisez 80 par 400, admettons, ça vous ramène à un noir qui va faire 0,2 candela au mètre carré. Or, 0,2 candela au mètre carré, tous les écrans du monde savent le faire. C'est un noir, les écrans, même LCD à dalle IPS, vont avoir aujourd'hui des noirs à 0,15, 0,1,
voire des fois, on peut descendre à 0,075 candela au mètre carré. Alors évidemment, on est encore très loin des écrans OLED, mais on a des noirs, les noirs les plus profonds de nos écrans rétroéclairés, ADAL IPS, sont aujourd'hui beaucoup plus profonds que ce dont on a besoin quand on fait du soft proofing sur un papier brillant. Autant vous dire que si c'est sur un papier mat, là, le contraste, il n'est même pas de 100 pour 1. On aurait besoin d'un noir à 0,8 candela au mètre carré. Le HDR ne peut rien apporter, ni dans le noir, ni dans les hautes lumières, donc strictement aucun intérêt. Ok, très bien. Alors, dans les questions que tu voulais aborder par rapport à celles qui ont été posées. Donc là, on m'a demandé différences palette master éléments, color navigator. Donc color navigator, c'est uniquement pour ISO. Palette master éléments, c'est uniquement pour les écrans BenQ de la série SW. Aujourd'hui, bon, le NEC Plus Ultra, c'est évidemment color navigator pour les écrans ISO, mais parce que les écrans ISO sont les meilleurs écrans au monde actuellement. Cela dit, franchement, quand j'ai calibré le BenQ avec palette master éléments en hardware, je peux vous garantir que l'image que j'ai vu apparaître, et à force de calibrer des écrans, je vois bien ce qui se passe. Je peux vous garantir que ça fonctionne vraiment très bien. Donc, quelqu'un qui achèterait cette solution-là, je ne vois pas comment il ne peut pas faire du bon travail. Alors après, évidemment, un expert qui va travailler pour Chanel, pour Dior, mais il y en a 5 en France qui ont vraiment ce regard, cette acuité visuelle pour aller percevoir des différences infimes, évidemment qu'ils vont continuer à acheter des écrans ISO. Là, je suis content de voir que, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup cette marque, BenQ. Je suis content de voir qu'elle a beaucoup progressé et corrigé une grosse partie de ses défauts, notamment son logiciel que je déconseillais jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'ai obtenu un meilleur calibrage avec le logiciel Palette Master. Donc, après, c'est difficile de le comparer avec Color Navigator de manière frontale, puisque les deux écrans ne sont pas compatibles avec ces deux logiciels. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme… donc, pour la photographie, on y a déjà répondu. Le HDR est-il néfaste à la calibration d'un écran au mieux inutile? Au mieux inutile, il n'est pas néfaste. Donc, le HDR, c'est juste la possibilité pour l'écran de pouvoir monter énormément en pic sur quelques pixels quand on a besoin. N'empêche que quand on fait son calibrage, on le fera quoi qu'il arrive à 100 candela au mètre carré. Donc, si on veut le faire pour un usage récréatif, on calibrera à 100 candela au mètre carré, on activera les différentes options et on dira au moment dans le logiciel quel noir on veut. Eh bien, on dira un noir, on dira le contraste natif, sous-entendu le noir absolu, pour avoir un contraste le plus élevé possible, sachant qu'on démarra quand même à 100 candela au mètre carré. Donc, le contraste se fera par le bas et non pas par le haut. Donc, qu'est-ce que j'avais noté comme… Alors, il y a des questions que j'ai notées qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir, ou bien pas le temps d'y répondre. Donc, je le répète avant la conclusion de ce webinaire, n'hésitez pas à m'écrire en privé, à me téléphoner pour les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. J'ai vu toutes les questions qui ont été envoyées à Hervé. Je sais qu'il y a certaines, on n'a pas le temps ou qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir. Il y a des questions sur le logiciel Color, sur les logiciels Color par exemple, donc la photo panoramique. Donc voilà, je peux y répondre en privé, mais malheureusement pas ce soir. Alors à un moment, quelqu'un me demandait quelle est la différence entre le HDR et le HLG. Donc le HDR, c'est la technologie pour augmenter la dynamique des images quand il y en a besoin. Le HLG, c'est juste une courbe, une des deux grandes courbes qu'on trouve en technologie HDR. La courbe PQ, donc qui va gérer la diffusion d'une image sur un écran quand cette image contient énormément de contraste. Donc là, c'est en statique, alors que la courbe HLG est une courbe qui va permettre de moins gérer les écrans extrêmement lumineux, donc au-delà de 1000 candela au mètre carré. La courbe HLG, là, elle va plier bagage, elle s'arrête à 1000 candela au mètre carré. Donc, elle ne pourra pas, sur un écran qui est capable d'aller au-delà des 1000 candela au mètre carré, elle lui enverra que 1000 candela au mètre carré parce que tout simplement, elle ne sait pas le gérer, ou alors elle l'enverra comme si c'était 1000 au même niveau que 1000 candela au mètre carré. Elle n'est pas capable de gérer des luminances quand elles sont vraiment trop larges. Donc, le HLG, c'est une des deux courbes principales qu'on retrouve dans l'univers du HDR sur les écrans quand ils montrent des vidéos. Très bien.
Je voudrais que tu reviennes sur l'intérêt du HDR quand on est sur un travail en post-prod vidéo. Là, en l'occurrence, ça peut apporter un petit plus, hein, c'est ça? Ah bah là, oui. Quelqu'un qui veut faire, pour moi, quelqu'un aujourd'hui qui a un monteur vidéo en herbe ou pas, aujourd'hui, c'est écran 27 ou 32 pouces, 4K, et au minimum compatible avec les technologies. Donc, c'est un peu une question qu'on m'a posée. Il y a évidemment, parce que sinon, ça serait trop beau, plusieurs normes HDR qui ont des cahiers des charges un peu différents. Je détaille tout ça dans mon dossier. Aujourd'hui, la norme minimale, c'est ce qu'on appelle le HDR10. Vous avez une norme plus qualitative qui est la norme Dolby Vision, mais qui appartient à la marque Dolby. Donc, il faut payer des royalties quand on veut l'utiliser. Apple paie Dolby pour avoir le droit d'utiliser la technologie Dolby Vision. Évidemment, Samsung, qui n'a pas envie de payer Apple, a créé sa propre norme avec un cahier des charges aussi élevé que la norme Dolby Vision qui s'appelle le HDR10+. Vous voyez, plein de normes différentes qui ont des cahiers des charges de plus en plus élevés. Plus c'est élevé, moins il y a d'écrans sur le marché, moins il y a de films qui sont capables d'être montrés sur ce type d'écran. Donc, c'est vraiment un marché de niche aujourd'hui. C'est l'avenir, mais c'est aujourd'hui un marché de niche. Donc, plein de normes différentes pour essayer de montrer un petit peu des images HDR. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaitiez poser à Arnaud? Là, une petite question sur la différence quand on retouche des photos entre le SW271 et 271C. En termes de précision d'affichage des couleurs, on est vraiment très proche. Ce n'était pas un défaut du 271. Mais moi, j'ai trouvé que les valeurs que j'ai relevées à la sonde en termes de delta E étaient encore un peu améliorées avec le 271C. C'est toujours ça de gagner. Et puis surtout, une vraie uniformité. Et quand on parle de l'uniformité, on parle de l'uniformité en luminance. Donc, est-ce que les coins sont plus sombres? Est-ce qu'il y a des zones? Mais il y a aussi l'uniformité du point blanc. C'est-à-dire que la plupart des, quand on a le défaut en uniformité en luminance, on l'a également en chrominance, le fameux point blanc. Donc, on va avoir un écran avec un point blanc, le fameux le D65, la blancheur de l'écran quand on affiche une page blanche, qui va avoir tendance à jaunir à certains endroits. Donc, non seulement l'écran va être plus sombre, mais également pas tout à fait le même blanc. Pour faire de la retouche photo, ça peut devenir désagréable selon le sujet qu'on est en train de retoucher. Donc, pour moi, il n'y a pas photo entre un 271 et un 271C, essentiellement sur ce critère-là. Ok, très bien. Ah, on me demande, ah, j'ai honte. Je vous garantis que j'ai honte. Toujours pas sorti mon guide sur Color Navigator, c'est pas le sujet de ce soir, mais puisque je sais que vous êtes nombreux, voilà, j'espère pouvoir le finir d'ici la fin mai. Il a bien avancé, j'en suis déjà à 70 pages. J'ai pris beaucoup de retard. Il y a un moment où ça avançait super bien. Après, avec le confinement, les sorties de confinement, il y a un moment où j'ai vraiment saturé et j'ai pris beaucoup de retard parce que j'arrivais plus à écrire. J'ai tellement été présent pendant les confinements que dès qu'on est sorti des confinements, j'ai plutôt eu envie de faire du vélo que d'écrire. Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi, je fais de mon mieux. Je suis pas mal sollicité. Ah oui, Mais c'est franchement, j'ai honte. Ça fait un an que je parle de ce PDF, mais je vous garantis, il avance, il avance, il avance. 70 pages à ce jour. Voilà. Soyez encore un tout petit peu patient et puis surtout, pardonnez-moi. deux questions. Une de Antonio Gaudencio, qui est photographe pro et Salut Antonio. Antonio. qui Ah fait oui, c'est pour les autres. essentiellement du tirage. Ouais. Euh, En fait, le HDR, pour lui, tant qu'il fait, s'il fait peu de vidéos, n'apporte pas beaucoup d'avantages. De même pour le Ah, 4K. aucun, Et c'est aucun. ce qu'on disait, et si tu veux, je peux y répondre, c'est si vous faites un peu de vidéos et un peu d'effets spéciaux, des choses comme ça, alors ça peut être intéressant quand même d'avoir un écran qui soit HDR10 et 4K. Si c'est que pour de la photo et que pour du tirage, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des Zéro. choix, ça peut être de rester en 2K et en technologie SDR, ça peut tout à fait se défendre. Et L'autre puis, question, c'est comme ah, l'histoire, vas-y. juste pour un point, c'est comme les gamutes. Bien sûr que c'est agréable de travailler sur un écran large gamut qui affiche l'Adobe, mais au final, quand on diffuse nos images, si on les diffuse sur des périphériques
des e-bidules, des machins qui ne montrent pas la donc ça sert à rien. Donc là, pareil pour le HDR, si vous travaillez en HDR 10, effectivement, avec un écran chez vous, par exemple, qui est capable d'afficher 60 candela au mètre carré localement, parce que vous avez un écran en mini LED qui est vraiment redoutable. Le problème, c'est que quand vous allez partager vos vidéos, par exemple sur YouTube, il n'y a pas de technologie HDR supportée par YouTube. Donc, au final, vous allez vous faire plaisir, mais quand vous allez partager votre film, personne ne le verra en HDR, entre guillemets, parce que la personne n'aura pas le périphérique qui permet d'être compatible avec le HDR. Donc, il faut vraiment vous poser la question, si vous travaillez dans le monde du broadcast pour la télévision, bon, la question vraiment commence à se poser très sérieusement. Pour le cinéma, enfin là, à mon avis, vous n'êtes pas en train de regarder ce soir ma vidéo, vous en savez sûrement bien plus que moi encore sur le sujet, vous travaillez avec des écrans à 35 000 balles, donc vous n'avez pas besoin de moi. Mais pour quelqu'un qui voudrait de temps en temps en faire, même là, c'est très chouette chez soi, mais le problème, c'est le partage avec les autres. Et si au final, les autres n'ont pas le même écran que vous, bon, ben, ils ne bénéficient pas de toute la technologie et parce que c'est pareil, hein, c'est de l'information de travailler en HDR10 avec tout ça. C'est du 10 bits, alors c'est du 8+2, mais enfin bon, c'est du 10 bits. Avec le Dolby Vision, on est en 12 bits. Il faut beaucoup d'informations, c'est énormément de calculs, c'est des gros disques durs. Bon, est-ce que vraiment il faut y passer immédiatement? Pas certain. En tout cas, il faut vraiment calculer tous ces points-là aussi, le poids de la vidéo quand on travaille en HDR. Très bien. L'importance de la connectique, il y a plusieurs questions autour de la câblerie HDMI. Moi, je préférerais que tu réexpliques ce que tu disais, c'est-à-dire le HDMI, pourquoi pas si on est obligé, mais si on a le choix, on va plutôt aller soit sur l'USB-C si la configuration qu'on a le permet, ou alors plutôt le DisplayPort, puisqu'on a des câbles dans ces deux normes, USB-C et DisplayPort, qui sont plutôt plus stables au niveau du signal que le HDMI. Tu confirmes? Ben oui, exactement. En fait, ce qui est vraiment important avec le HDMI, c'est qu'il est capable, théoriquement, d'accepter deux types de signaux, rouge, vert, bleu et YQV, ce qu'on a dans les consoles vidéo et dans les télés. Et il y a souvent des conflits. En tout cas, il peut y avoir des conflits. Là, par exemple, je parlais de macOS avec le nouveau, le Big Sur les Mac M1, par exemple. Quand on reçoit un signal, qu'on branche un écran HDMI et qu'on reçoit un signal, on s'aperçoit qu'en fait, il est en YQV, c'est-à-dire un signal dégradé par rapport à du RGB. Ça, c'est une facétie du HDMI qui est rendue possible avec le câble HDMI plus Apple qui fait des siennes. Donc, si vous branchez du DisplayPort, par exemple, vous n'allez pas avoir ce genre de problème, ou alors vous allez pouvoir choisir de recevoir un signal en YQV ou en RGB, chose que vous n'allez pas pouvoir faire, ou alors, moi j'ai vu des tutoriels sur Internet à partir de HDMI, mais je ne vous dis pas, il faut aller dans le terminal de macOS, c'est imbitable. Donc voilà, le HDMI a souvent des problèmes dus à cette double permission, double possibilité, double norme, et du coup, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est finalement plutôt une limite ou une création de problème qu'autre chose. Comme le DisplayPort fonctionne très bien, que dans la norme 1.4, la dernière norme actuelle, on peut envoyer énormément d'informations à travers son câble, ou mieux encore l'USB-C. Quand on peut, je préconise toujours de se brancher en DisplayPort ou USB-C. Très bien. Une question sur le confort de travail et notamment la fatigue oculaire. Et c'est vrai que beaucoup de photographes et de passionnés d'images passent des heures devant leur écran. Qu'est-ce que tu conseilles de manière générale? Et ensuite, est-ce que le HDR apporte quelque chose à ce niveau-là? Heureusement que le HDR n'est là que pour, dans les hautes lumières, que pour des reflets spéculaires, parce que je ne vous dis pas comment on aura les yeux complètement explosés. Là, à mon avis, un point qui va être crucial, c'est toujours la quantité de lumière qu'on reçoit, mais ce n'est pas seulement ça, c'est dans quelles conditions notre œil, au moment où il reçoit cette lumière, est. Est-ce qu'il est dans une pièce sombre ou une pièce claire? Quand on reçoit un reflet spéculaire sur une voiture, on est nous-mêmes dehors, on a notre pupille qui est complètement fermée pour s'adapter à la quantité de lumière. Donc, en fait, notre œil, certes, il est capable de prendre 20 000 candela au mètre carré, oui, mais la pupille est complètement fermée. Alors que quand on est dans le confort ouaté d'un home cinéma,
c'est compliqué d'aller recevoir 20 000 candela au mètre carré si un jour c'est possible, parce que quelques secondes avant, notre œil avait tendance à dilater sa pupille pour s'adapter à une scène sombre. Donc moi j'ai l'impression que là, ça va être compliqué de mêler la chèvre et le chou. Alors il y a une technique qui est avancée, c'est qu'il y a une petite caméra qui va filmer en permanence l'ambiance lumineuse de la pièce et qui va essayer d'adapter le contraste de l'écran en temps réel, le fameux gamma, nous, toujours à 2,2. Là, l'idée, ça serait progressivement de changer un peu le gamma de l'écran au mieux image par image, c'est la fameuse norme Dolby Vision IQ, et qui va permettre la fameuse norme Dolby Vision. Et le IQ, c'est quand on rajoute la caméra qui va regarder l'ambiance lumineuse de la pièce pour essayer, image par image, c'est ça le point fort, image par image, d'adapter les contrastes qu'on est capable d'afficher pour justement qu'on n'ait pas les yeux complètement flingués ou qu'on ait une expérience de visualisation qui ne soit pas désagréable parce qu'à certains endroits, ça serait beaucoup trop lumineux. Je vous dis toujours pareil, notre œil, il est capable de s'adapter, mais on ne fait pas le grand écart. On n'est pas en même temps dans une pièce sombre et en même temps au soleil. Quand on passe de l'un à l'autre, par exemple, il faut 20 minutes la nuit pour que la pupille se ouvre complètement. Il faut une fraction de seconde pour se fermer. Il faut 20 minutes pour s'ouvrir complètement. Donc, il va falloir jouer avec tous ces critères-là. Bon, j'imagine que les techniciens sont au courant et donc font des recherches là-dedans. Mais ça va être compliqué, à mon avis, de reproduire totalement la réalité chez nous, sachant que voilà, il y a cette problématique de l'ambiance lumineuse dans laquelle on est et pour notre œil. Donc, pour la fatigue oculaire, moi, ce que j'ai envie de dire pour les photographes, donc la technologie HDR, on va voir comment elle va être implémentée. On va voir comment l'écran va la diffuser. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous branchez votre écran pour faire de la retouche photo et que vous voulez afficher une image très lumineuse parce que vous n'avez jamais vu ça, vous étiez sur des écrans à 300 candela à mètre carré, vous passez sur un écran à 600, je vous assure que si vous êtes en pleine journée et que vous l'allumez, vous faites waouh, c'est très spectaculaire. Ah oui, mais vous ne tenez pas un quart d'heure devant, surtout le soir. Quand la nuit tombe et que si vous laissez les 600 candela au mètre carré, vous avez les yeux complètement explosés. Donc vraiment, ça ne sert que ponctuellement. On va avoir des écrans très lumineux potentiellement, juste pour quelques scènes de film ou quelques photos, quand les photos également bénéficieront de l'affichage HDR. Donc, contrairement aux techniques HDR d'empilage de photos, donc je sais que certains ont posé des questions pensant qu'on allait parler de ça. Non, mais c'est vraiment deux choses différentes. Après, ce que je pourrais vous dire sur les fatigues oculaires, c'est que les écrans à dalles brillantes, les fameux iMac avec leurs dalles brillantes, je trouve ça extrêmement fatigant. Là, par exemple, il n'y a que, et pour revenir aux dalles mat, moi j'ai 3 écrans dalles mat devant moi, différents, dont un ISO. Ce que je constate, c'est que les écrans ISO ne sont pas du tout fatigants. Les autres écrans le seraient peut-être un peu plus. ISO est la seule marque aujourd'hui à communiquer sur le fait qu'ils font très attention aux fréquences de rafraîchissement et autres pour que les écrans ne soient pas du tout fatigants, même si on reste 12 heures devant. Bon, moi, j'ai 3 écrans différents devant lesquels je passe beaucoup de temps. Oui, je sens une petite différence entre mes écrans secondaires et l'écran ISO, mais ce n'est pas très marqué, en tout cas pas autant qu'avec un écran à dalles brillantes. Les dalles brillantes, c'est super, ton conseil, ce serait, mais c'est fatigant. donc ton conseil, ce serait une dalle mat et bien IPS. entendu, calibrer son écran une fois par mois. Oh, là, je te trouve un peu dur. Moi, j'ai vraiment l'impression que Régulièrement. autant les anciens écrans avaient des luminances qui pouvaient varier très vite, j'ai l'impression que voilà, quand je vais chez quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas calibré depuis 6 mois, je ne lui mets pas un verre d'eau en pleine figure parce que je considère qu'aujourd'hui, surtout si l'écran est récent, il ne faut pas exagérer. Bon, évidemment, quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est expert, mais il y en a très peu qui ont vraiment un regard d'expert. Qui sont capables presque en absolu d'être capables d'identifier les couleurs. Eux, évidemment, qui vont calibrer très souvent, mais ils ont même intérêt, ils ont même une obligation légale parce qu'ils travaillent avec des grands comptes où il faut que les couleurs soient extrêmement précises. Ils travaillent sur des écrans ISO qui valent 4 500 € et ils ont raison, il y a un petit plus. Eux le voient, et c'est évidemment qu'ils le voient parce que ce sont des experts, ce sont des gens qui ont le regard extrêmement affûté. Il y a des gens qui peuvent, déjà qui font, moi je trouve ça magique, qu'il y ait autant des gens qui achètent des écrans de plus en plus qualitatifs, qui fassent l'effort de le calibrer. Je ne vais pas leur jeter la pierre s'ils ne l'ont pas calibré tous les mois. Donc, j'ai l'impression que même 2 fois par an, pour un écran qui est plutôt récent, ce n'est pas un crime lèse-majesté. Voilà.
D'accord. Pour autant, un écran qui serait intermédiaire, tu recommandes quand même de le calibrer et de choisir justement une Obligatoire. valeur Ça, par contre, en oui. Calibrage candela par mètre obligatoire, mais la carré. régularité un peu moins. Voilà. Ok, Mais très bien. calibrage pratiquement obligatoire. C'est rare quand je vois un écran, quand je l'allume. Des fois, on voit des écrans qui sont ce que j'appelle du moyen de gamme plus, sans aller taquiner du ISO, qui ont un rapport de calibrage. On voit delta E en dessous 2, donc en dessous le fameux delta E. Donc, la différence entre l'idéal et ce qui est réellement affiché, et quand c'est en dessous de la valeur de 2, on considère que si on n'a pas un élément de comparaison, c'est très compliqué de dire ça va pas. Il y a que, alors là, pour le coup, il y a vraiment que très, très, très peu de personnes qui sont capables, dans l'absolu, de dire ça va pas. Alors, si on a un élément de comparaison, en dessous de 2, on pourrait dire, bon, là, on pourrait peut-être faire un petit peu mieux. Eh bien, quand on regarde ce rapport, on se dit, bon, bah, soit j'ai acheté un écran, à la limite, pourquoi le calibrer? Il vaut plus de 1000 balles, il est vraiment très bon, j'ai le rapport de calibrage. Il n'y a pas un écran de cette catégorie-là où, quand je pose ma sonde dessus, je n'ai pas vu une nette amélioration, par exemple, et notamment la neutralisation des grilles. Les grilles virent toujours une petite tendance vers le rouge, vers le vert, vers le bleu. Il y a toujours un petit truc qui traîne, surtout quand on a l'habitude. Je ne suis pas un expert, mais je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience maintenant sur les écrans. Bon, on voit bien quelque chose qui cloche. On calibre au moins une fois et on voit bien qu'on a neutralisé les grilles, ce que j'appelle neutraliser les grilles. On les a vraiment rendus gris. Et notamment dans le cas de ce BenQ là, avec Palette Master Element, ça faisait aucun doute. La neutralisation des grilles était vraiment super bonne, un peu meilleure qu'avec le logiciel X-Rite et donc la même sonde. Donc on utilise toujours la même sonde, mais deux logiciels différents. Donc pour moi, calibrage pratiquement obligatoire, quels que soient les écrans. Les écrans ISO auraient presque moins besoin, mais ça ne viendrait pas l'idée sur un écran ISO de ne pas le faire. Mais c'est presque Bah, ce eux qui serait auraient du le moins gâchis. besoin. Comment? Alors, ce serait du gâchis parce Oui, que voilà, ces c'est ça, écrans c'est de ça. qualité méritent d'être calibrés. La deuxième chose, c'est que un écran peut avoir un excellent rapport en sortie d'usine. Il aura quand même voyagé souvent la moitié du globe pour arriver jusque chez vous. Et donc, entre l'avion, le bateau, le camion, votre livreur UPS qui l'a jeté devant votre porte, de toute façon, si, de toute Ah, mais je te façon, dis, moi, je suis d'accord, je l'ai on, vu, je l'ai déjà vu. on, Je l'ai déjà vu. de toute façon, on prend aucun risque à le calibrer et ça vient remettre les choses d'aplomb. Et le certificat de sortie d'usine, il est très utile puisque ça donne une idée de jusqu'à quel point l'écran peut être précis, puisque c'est ça le test de sortie d'usine. Pour autant, puisqu'il a voyagé, c'est hyper important de le calibrer à nouveau dans vos conditions, en plus de lumière et d'éclairage de votre pièce. Et puis, une Euh, dernière précision pour voilà, je vous dis, je ne jetterai pas la pierre à quelqu'un qui ne le ferait pas tout le temps, mais c'est vrai, là où je te rejoins quand même, effectivement, pardonne-moi, là, sur le tous les mois, c'est vrai aussi que ce qui va faire l'enjeu de la qualité d'un écran, c'est la dalle, mais c'est l'électronique qui le contrôle. Et c'est vrai que là, par exemple, les marques les plus prestigieuses dont on a beaucoup parlé ce soir, je ne recite pas, fait extrêmement attention au contrôle qualité permanent, température et tout ça interne de la pièce, de la dalle, pour essayer de stabiliser le calibrage. Donc là où effectivement tu as raison, c'est que quand on veut faire, si on a un écran qui est seulement moyen de gamme, même s'il est moyen de gamme plus, à ce moment-là, l'électronique ne sera pas aussi chouette que sur un écran ISO. Et du coup, ça peut valoir le calibrer une fois qu'on a bien chauffé l'écran, de le recalibrer, parce que c'est vrai que les variations entre deux calibrages, quand on est relativement précis dans son travail, les variations sur un écran qui n'est pas super haut de gamme peuvent être beaucoup plus importantes que sur un écran ISO. Un écran ISO va se débrouiller pour que la zone dans laquelle il y a une variation entre deux calibrages est la plus réduite possible. Sur les écrans moyens de gamme, ça va être un peu plus élevé. Donc là, effectivement, quand on a un travail important, même si on l'a calibré il y a un mois, c'est pour ça que je retire un peu ce que j'ai dit. Mais là, ce que je ne retire pas, c'est que tout le monde ne va pas faire un travail de précision en permanente où il a besoin d'un delta E à 0,5. Mais si on doit faire un travail de précision et qu'on ne sait pas acheter un écran ISO, là, l'intérêt du calibrage, c'est pour pallier un peu au déficit de qualité de l'électronique qui contrôle le rétroéclairage. c'est vrai, merci. Une dernière, et on va arrêter là. Le 4K,
en retouche photo, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est plus compliqué visuellement? On a dit que c'était surtout intéressant en vidéo, mais en retouche photo, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça pose des soucis? Alors, ça pose pas de souci. Moi, j'aime pas. Je n'aime pas et voilà pourquoi j'aime pas. Alors, d'abord, vous prenez des 27 pouces comme celui-ci. Là, c'est un 4K, mais vous prenez un 27 pouces, le 200, non, 270, oui, il est en QHD. Les pixels sont tellement fins que si vous le mettez votre écran à 70 cm, vraiment, pour me dire qu'on voit les pixels, je trouve qu'il ne faut pas exagérer non plus. On a des pixels qui sont vraiment très fins. Alors après, donc, les écrans 4K, quand les pixels sont vraiment très très fins, moi je trouve qu'ils sont déjà assez fins en QHD, donc non 4K en 27 pouces. Maintenant, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a la grande problématique, c'est l'affichage des menus. Donc, est-ce qu'il est agréable de lire les menus des logiciels quand on travaille sur un écran 4K? Eh bien, c'était tellement désagréable que tous les logiciels d'affichage des écrans maintenant en tiennent compte et disent tous les menus de votre logiciel, ce qu'on va faire, on va les afficher à 150%, on va les grossir, parce que si on les laisse à 100%, les pixels sont tellement petits, et comme les images au départ étaient prévues pour être affichées en pixels et non pas en pourcentage de la taille de l'écran, eh bien, si on affiche 10 pixels sur un écran 4K et 10 pixels sur un écran QHD, eh bien, évidemment, on n'a pas du tout la même taille de menu. Donc, c'est intéressant, les menus s'adaptent, mais du coup, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'au départ, on avait par exemple 3840 pixels là en largeur sur un écran comme celui-ci, mais comme on bride l'affichage des menus pour qu'ils soient plus grands, donc en fait, on leur demande de s'étaler sur plus de pixels, c'est un peu comme si on diminuait la définition de l'écran à 2560 pixels, l'équivalent d'un écran 27 pouces QHD. Donc là, j'ai envie de dire, c'est quoi l'intérêt? Quand on travaille donc du coup dans un logiciel, eh ben, on l'affiche comme il serait affiché. Donc hormis les pixels qui sont plus petits, moins visibles, si vraiment vous les voyez, enfin je vais vous dire, si vous les voyez, ces pixels-là sur un QHD, vous allez très certainement voir que sur certaines dalles, le traitement anti-reflet a tendance, sur certaines couleurs, de se montrer un petit peu et d'être pas spécialement soyeux, pas spécialement discret. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a débat. Et si j'ai un élément clé à avancer, ce que personnellement j'aime le moins, c'est que si vous ouvrez l'image dans un logiciel comme Photoshop, vous allez avoir toute l'interface de votre logiciel qui va s'afficher en plus grand, donc comme si vous aviez un écran 27 pouces QHD et non pas 4K, mais la partie où il y a l'image, elle s'affiche vraiment un pixel image, un pixel écran. Donc vraiment à 100% là pour le coup. Mais du coup, l'image, quand vous l'affichez à 100%, eh bien, elle va s'afficher 2 fois plus petit qu'avec les anciennes références que vous aviez. Si vous affichiez à 100%, par exemple, cette image-là, là, je l'ai grossie à 200%, parce que si je l'affiche à 100%, elle est évidemment 2 fois plus petite. Alors que sur un écran QHD, quand je me mets à 100% de mon image, j'ai bien mon image qui s'affiche à 100% avec mes repères habituels. Donc, quand je veux accentuer l'image, quand je veux augmenter la netteté, je la fais avec des références que je connais. Donc, à minima, si vous affichez l'image dans Photoshop sur un écran 4K, l'image étant plus petite, soit vous la grossissez, vous êtes obligé de refaire CTRL plus ou commande plus pour l'afficher à 200%, donc au risque éventuellement qu'elle soit pixelisée, mais normalement sur un écran 4K, ça va le faire, puisque l'image va s'afficher sur votre écran à 200%, comme elle s'afficherait à 100% sur un écran normal. Mais vous êtes obligé de faire une manip en plus. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Et donc, ça veut dire que dans Photoshop, par exemple, le raccourci CTRL-ALT-0, POM-ALT-0, qui permet d'afficher à 100%, ben, il faudrait le reprogrammer pour qu'il affiche l'image à 200% pour que vous retrouviez vos anciens repères. Ou sinon, eh ben, il va falloir chambouler tous vos repères et pour dire, bon, ben, maintenant, quand je veux accentuer une image comme elle est affichée en 2 fois plus petit, il va falloir que j'aille sur les curseurs, que je fasse très attention, parce que si vous faites une accentuation dans Photoshop sur une image à 50%, évidemment, l'effet va se voir moins vite. Donc voilà, moi, ce truc-là, j'aime moins. Et comme nos écrans en 27 pouces QHD sont déjà comme avec des pixels suffisamment fins, je ne suis pas très fan du passage à la 4K. Si vous faites de la vidéo, la question ne se pose pas. Et j'attire votre attention sur un point. Il y a un truc que j'ai remarqué et qui m'amuse, et je n'ai pas trop l'explication, mais quand je teste des écrans de portable, donc 15 pouces en 4K, ça m'est arrivé,
eh bien là, je peux vous garantir que quand on augmente considérablement la résolution, on passe largement au-delà de 200, 300 ppp, points par pixel, eh bien là, à ce moment-là, il y a un truc qui est vraiment magique, il y a un soyeux dans l'image. Là, les pixels sont vraiment totalement invisibles, alors que sur un écran 4K, on peut encore les voir. Et là, il se passe quelque chose de magique. Et paradoxalement, moi, je rêve plutôt du moment où on va passer à la 8K avec des pixels vraiment très fins, en croisant les doigts pour que les fabricants de logiciels les adaptent complètement, donc refassent une interface où les menus ont la même taille que sur nos 27 pouces actuels, que l'image dans Photoshop soit réellement grossie également à 150%. Éventuellement, donc on fasse l'inverse. Si vraiment on veut retrouver les repères 4K, que ça soit une démarche volontaire, mais que par défaut, on ait des repères classiques, entre guillemets. Et là, sur un écran 8K, on aura un tel soyeux dans les dégradés, par exemple. Là, à mon avis, on aura le nec plus ultra de la très haute définition sur nos écrans. J'ai l'impression que le 4K, c'est une étape, entre guillemets, pour faire court, dont on aurait pu se passer. J'ose. Pour la photo, mais encore une fois, Pour la comme tu photo, disais, pour la photo, tu as raison, pour la pour photo. la vidéo, C'est un avis très personnel. Hein. si on est dans un environnement Blackmagic avec une caméra 4K, il y a une cohérence. Photo, vidéo, évidemment. Voilà. Mais même la vidéo, moi j'ai vu des écrans en 8K et très honnêtement, on a fait 4K parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais il est évident que quand on se met près d'une télé en 4K, un 65 pouces en 4K, évidemment, il faut passer à la 8K si on veut vraiment que les pixels redeviennent très très gros sur de tels écrans. Très bien. Merci beaucoup. Et je propose qu'on s'arrête là. Merci d'abord à tous pour votre participation. On est monté à plus de 250 personnes, ce qui est tout à fait sympathique. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des petits soucis de bande passante. Je ne me l'explique pas trop. Ça a été un petit peu irrégulier. Au début, on n'en avait pas, et puis c'est arrivé à un moment. Et puis vers la fin, ça s'est un peu amélioré. Merci beaucoup pour les très bonnes questions. Arnaud avait d'ailleurs noté qu'il y avait plein de questions très pertinentes qui avaient été posées même avant le webinaire. Vous aurez les liens vers les versions texte et images, bien entendu. Ce sont des articles complets images et texte des 3 sujets qui étaient annoncés, c'est-à-dire le HDR, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Tout un petit topo sur la photo qui est à côté de toi. Tu peux la montrer si tu veux, comment elle a été prise. Voilà. Et puis, l'article complet de test sur le SW271C, donc qui est le dernier écran que BenQ a sorti, 27 pouces, 4K, UHD, HDR, et qui t'a quand même bien plu. C'est le 75e test d'écran que tu as fait, hein, c'est ça? Ouais, depuis 3 ans. Depuis que je fais régulièrement des tests avec la présentation, j'en suis au 75e test d'écran. Excellent. Merci donc 25 beaucoup écrans par an en moyenne. Voilà, désolé pour les problèmes techniques. Vraiment, le but, c'est de partager, de vous alerter, d'attirer votre attention. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, cette semaine, là, je suis en formation jusqu'à vendredi, donc je ne suis pas dispo dans la journée, mais n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je tâcherai de continuer à garder ce fil entre nous. Et merci encore, donc, BenQ. Merci à toi pour l'invitation. Oui. Merci Alain, MMF Pro, là, pour le prêt du matériel, là, pour l'éclairage. Et puis à très vite. À très vite. Et donc, cet écran… Portez-vous bien, voilà. Portez-vous bien. Une dernière petite question. Cet écran, oui, il est disponible, il est livrable dès maintenant auprès des revendeurs photos qui vous sont les plus proches. Donc, n'hésitez pas à travailler, alors j'aime bien l'expression, dans votre zone plutôt que chez Amazon. Si vous avez un revendeur que vous aimez bien et puis qui, de temps en temps, même si c'est qu'une fois tous les 2 ans, peut vous dépanner pour un petit coup de main, parfois c'est plus intéressant. Et puis il y a les vendeurs en ligne aussi, hein, bien entendu. Voilà, très bonne soirée à tous. Sur mon site, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de liens, ce que j'appelle les liens d'affiliation, donc les liens qui permettent de rendre le site gratuit,
puisque c'est une partie de mon financement quand je vends un écran par ces marques. Alors c'est tout le paradoxe d'Amazon d'ailleurs, c'est parce que je fais partie des partenaires qui me suivent depuis longtemps et qui m'aident bien. Et puis donc après j'ai créé des liens avec Digixo, Digitphoto, MMF Pro, là pour les écrans. Là, il a une vis numérique, donc il y a de plus en plus de partenaires qui jouent le jeu. Mais évidemment, voilà, en fait, voilà, je suis pas à plaindre. Et du coup, comme dit Hervé, prenez aussi, c'est très important, le réseau local. On en a toujours besoin. Évidemment, moi, je suis ravi quand vous passez par mes liens parce que ça finance la gratuité de ce site. Et puis d'un autre côté, je suis aussi conscient qu'il en faut pour tout le monde. Donc, en tout cas, je ne pourrais pas vous en vouloir d'aller voir le revendeur qui est à côté de chez vous, évidemment. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Portez-vous bien. Faites attention à vous et à une prochaine session. On va la caler, je pense, dans les jours qui viennent. Et j'ai mis aussi dans les liens la possibilité de voir les précédents webinaires avec ceux que tu as fait, ceux qu'on a fait avec d'autres présentateurs aussi. Voilà. Merci à Bonsoir à tous. tous Bonsoir à et tous. au revoir.